Regardez comme ils sont mignons, surtout Thomas Pidcock, hein, un petit peu en Robin des Bois, hommage à celui qui était le plus proche du lieu de départ aujourd'hui de cette 5e étape du Tour de Grande-Bretagne que vous suivez maintenant depuis dimanche avec nous. On part de West Brickford, ils sont tous bien équipés, hein, les Britanniques en tout cas. Au départ c'est sympa de voir des petites images comme ça, on se prend pas forcément au sérieux, il n'y a pas que les Britanniques visiblement, c'est aussi le cas des Canadiens et de Michael Woods qu'on a parfaitement reconnu. On est ravis bien sûr de vous retrouver pour un avant-course, pour la course, pour l'après-course ensuite et poursuivre ce qui s'est déjà un petit peu débuté, ce qui a débuté un petit peu hier avec ces changements de leader notamment et Thomas Pidcock qu'on a enfin vu à l'action. On va en reparler dans quelques instants avec Charles-Antoine Nora, notre envoyé spécial. D'abord je vais peut-être les laisser parler un petit peu en plateau. Pour une fois que je les laisse parler, je leur coupe pas la chiffre. Bonjour Christophe Riblon. Bonjour Claire, bonjour à tous. Vous êtes motivé? Ah oui, très motivé toujours. Très motivé toujours, ouais. Surtout par le Tour de Grande-Bretagne. Surtout par le Tour de Grande-Bretagne. Bien sûr, mais c'est une belle course, 8 jours de course, il y a de quoi faire, donc non, ouais, bien sûr, toujours. Cyril, bonjour. Bonjour. Tout va bien? Ben, tout va bien, on a retrouvé Robin des Bois, donc c'est parfait. Ça veut dire que Michael Woods va peut-être gagner aujourd'hui. Je ne sais pas s'il est passé en forêt de Brocéliande. Ah, je sais pas, il faudra... Ouais, j'aimerais bien savoir si on peut peut-être la forêt qui vous intéresse le plus en tant que breton, évidemment. Bonjour Patrick Chassé. Bonjour Claire Bricogne. Vous aussi, vous êtes prêts? Les classements sont à jour? Oui, presque. On rappelle que c'est Gonzalo Serrano qui s'est imposé hier, l'Espagnol qui a pris aussi la tête du classement général, bien sûr. Tiens, on va revoir ce qui s'est passé d'abord sur cette étape. Le résumé, Christophe, avec vous, ces attaques, bien sûr, incessantes. Ouais, on a vu beaucoup d'attaques hier, une course extrêmement mouvementée, peu d'échappées qui ont réussi à se développer. On a vu là des attaques de Tom Pidcock, hein. On était assez loin déjà de l'arrivée, ils se sont sortis une première fois et là ça c'est la dernière ascension, hein, où en haut on avait des bonifications, où Serrano est venu chercher les 3 secondes de bonif devant Pidcock, et devant Dylan Teuns qui passe en 3e position, et on a Omar Fraile qui est là, qui a réussi à accrocher. Omar Fraile qui va être déterminant, hein, pour mener à bien cette échappée, qui va se jouer la victoire, et c'est Serrano qui va s'imposer tout juste, hein, devant Pidcock et Dylan Teuns qui est arrivé en 3e position. Omar Fraile prend la 4e place. Ils arrivent avec une dizaine de secondes, non 13 secondes sur le reste du peloton. On avait vu des grosses attaques, notamment qu'on a attendu beaucoup peut-être sur cette étape Rennes. Hein. D'ailleurs, hier, en tout cas, l'une des étapes les plus difficiles. On va retrouver Charles-Antoine Nora tout de suite, puisque c'est vrai qu'on avait entendu Pidcock qui avait l'impression peut-être de s'être un peu loupé finalement hier. C'était pas faute d'avoir envisagé quoi que ce soit. Charles-Antoine, comment vous l'avez trouvé ce matin? Est-ce qu'il a changé d'avis? Bonjour Claire, bonjour à toutes et à tous. Oui, Tom Pidcock, finalement, il est frustré, agacé depuis le début de la semaine, hein. Vous savez, il est chez lui, ici en Angleterre. Il était aussi plus particulièrement chez lui, c'était dans sa région hier que s'est déroulée l'étape, dans le Yorkshire. Donc il était forcément attendu le matin à chaque podium. Il est acclamé par la foule anglaise et britannique. Il a vraiment envie de performer, mais c'est un garçon fatigué qui s'est présenté au départ du Tour de Grande-Bretagne, hein, fatigué par les championnats d'Europe de VTT, les mondiaux de VTT. Il n'avait pas couru sur route depuis le Tour de France, donc on peut comprendre un peu sa frustration finalement de ne pas réussir, hein. Et l'étape d'hier, elle est à son image. Ils ont tenté Ineos et ils n'ont pas réussi à concrétiser quoi que ce soit. Un autre exemple qui peut un peu souligner sa frustration et son agacement, hier il n'a pas souhaité par exemple répondre aux questions d'un journaliste anglais, un journaliste qui avait écrit un papier et dont il n'était pas forcément satisfait. Voilà, ça résume un petit peu son état d'esprit ici sur le Tour de Grande-Bretagne, et je vous propose de l'écouter. Hier, c'était après l'arrivée de l'étape. Ça aurait été vraiment bien de gagner aujourd'hui, mais je n'ai pas été assez rapide dans le sprint final. On a pris la course en main, on a été agressif, mais ça aurait été difficile de gagner cette course parce qu'on n'a pas été assez rapide. Je n'ai pas été assez rapide. Franchement, je me demande comment on aurait pu faire mieux. Alors oui, bien sûr, nous avons une équipe très forte, mais il y en a une autre d'équipe très forte, c'est UnoX. Et ce sont eux qui ont dynamité la course en premier. Ils ont des coureurs vraiment très bons. Nous, on a 6 garçons très forts et on a fait au mieux. Cyril, est-ce que la pression qu'a l'air de ressentir Thomas Pidcock ne veut pas dire aussi que finalement il n'a pas trop le droit de se louper sur ce Tour de Grande-Bretagne? Oui, il n'a pas le droit de se louper
dans le sport, on ne parle jamais de droit, on parle plutôt d'envie de faire. Enfin, je ne le sens pas dans son assiette depuis le début. Il a de la pression, oui, mais il court quand même un petit peu à l'envers. L'équipe ne court pas très très bien non plus. Rappelez-vous, le premier jour, il traîne dans les dernières positions. Il vient juste se replacer, mais il rate le sprint de façon tout à fait logique. Le lendemain, Omar Frey lui emmène le sprint, mais il ne vient pas se battre. Hier, oui, là, il s'est bien battu. Il a fait une superbe étape. Mais même là, sur les bonifications en cours de route, je ne suis pas certain qu'ils aient pris les meilleures options. Pour moi, la meilleure option depuis le départ, c'était quand même Omar Fraile, qui aurait d'ailleurs le maillot si les choses s'étaient passées normalement. J'ai l'impression qu'ils ont du mal à choisir entre Omar Fraile et Tom Pidcock. Est-ce que Pidcock donne suffisamment d'assurance ? Sur ce qu'il a montré hier, oui, on peut lui faire confiance, mais je reste sceptique sur ses vraies motivations quand même. On va écouter un autre coureur qui est présent, notamment c'est Michal Kwiatkowski au micro de Charles-Antoine Nora et Amaury Lermite. On a essayé de rendre la course difficile dès le kilomètre 0. Je pense que l'on a parfaitement respecté le plan de course. Il nous reste plusieurs opportunités. On essaiera au moins une autre fois de dynamiter la course. Tom Pidcock, Omar Fraile et plus largement l'ensemble de l'équipe ont réalisé un travail fantastique. Je tiens à féliciter Tom Pidcock pour sa deuxième place. Serrano, le maillot rouge, est vraiment très fort. On doit trouver une solution pour le distancer d'ici la dernière étape. On a compris qu'il y avait de grosses ambitions du côté de cette équipe Ineos Grenadiers, donc autour de Tom Pidcock et peut-être d'autres, pourquoi pas. Patrick, on fait le point sur le classement général peut-être. Oui, effectivement, le classement général qui a été donc modifié hier. Et bonne nouvelle, on a les écarts, donc tout va bien. Les écarts, eh bien écoutez, deux coureurs, c'est la tenaille. Deux coureurs sont à 7 secondes, et même 3, avec l'ancien leader Benjamin Péry, le Canadien de cette équipe continentale. Quoi qu'il en soit, les deux coureurs de l'équipe Ineos, Thomas Pidcock et Omar Fraile, seront évidemment les adversaires les plus dangereux pour Gonzalo Serrano. Mais attention, Dylan Teuns n'est qu'à 10 secondes seulement et il est en 5e position dans ce classement général. À noter que derrière, il y a encore des coureurs, vous les voyez sur cet écran, qui sont intercalés avec quelques secondes de retard, mais on a encore une bonne vingtaine de coureurs qui, eux, se tiennent en 28 secondes. Donc, pour résumer, les 30 meilleurs coureurs de ce Tour de Grande-Bretagne, alors qu'on est à mi-parcours maintenant dans cette épreuve de 8 jours, eh bien, se tiennent en moins de 40 secondes. Voilà un bon argument pour suivre la course en direct dans quelques instants, cette étape donc du Tour de Grande-Bretagne. Avant, on ne pouvait pas se quitter et se retrouver sûrement en après-course avant de parler de la nouvelle du jour officielle. Évidemment, on en parle depuis quelques temps, ça concerne les championnats du monde 2023, communiqué officiel de l'UCI sur ces nouvelles dates. Donc ça bascule en août pour les championnats du monde et la course en ligne masculine aura lieu le 6 août, la course en ligne féminine le 13 août. Alors pourquoi j'insiste sur le 6 août ? Parce que la grande boucle aura lieu, donc le Tour de France, vous le savez, du 1er au 23 juillet. On est donc 2 semaines après le Tour de France et vous allez voir dans la déclaration qui est faite dans ce communiqué que c'est une volonté également. Outre le fait que le cyclisme féminin est en plein essor, nous recherchons la meilleure coordination possible avec le calendrier cycliste international, notamment en ce qui concerne le Tour de France. Christophe, Cyril, ma question est simple. On prolongera ce débat en après-course après. Dans la tête des coureurs, ça change quoi un championnat du monde qui se termine à 2 semaines après le Tour de France et pas fin septembre justement comme on en a l'habitude. Là où avant on avait des coureurs qui se préparaient entre guillemets exclusivement pour la fin de saison, pour la deuxième partie de saison, là on ne pourra plus faire ça puisque maintenant le championnat du monde sera juste après le Tour de France. Donc en gros on va retrouver les coureurs en forme du Tour de France sur le championnat du monde. Donc il faudra être présent au Tour de France pour pouvoir être performant au championnat du monde parce qu'en plus on le sait, au mois de juillet il y a peu de courses pour se préparer. Donc pour moi, c'est ça l'élément primordial, c'est qu'il faudra être sur le Tour de France pour être performant au championnat du monde. Cyril, rapidement, ça chamboule tout ? Ça change tout. D'abord, je ne suis pas certain que l'ensemble des coureurs avaient été informés de cette information. Les groupes sportifs, j'espère que oui. Des championnats du monde qui démarrent 2 semaines après le Tour de France, ça va avoir un impact énorme sur le Tour de France, sur la composition des équipes, mais aussi sur la façon
dont ça va se passer, on va dire la dernière semaine. Est-ce qu'il y a des coureurs qui vont dévisser pour préparer le championnat du monde? Et puis, quid des sélectionneurs nationaux? Parce que dans cette affaire-là, je ne sais pas comment eux vont s'y retrouver. On rappelle que ce sont des super championnats du monde de cyclisme, c'est-à-dire que toutes les disciplines seront réunies à Glasgow, en Écosse, donc pour cette édition 2023. On prolongera ce débat, bien sûr, après la course, après le Tour de Grande-Bretagne. On essaiera d'aller encore plus à la pêche aux infos de ce côté-là. Messieurs, je vous propose de passer par l'épreuve qu'on ne loupe jamais. Il faut laisser la caméra sur Christophe Réblon. Dans ces cas-là, il est terrorisé à chaque fois. Les pronos. On le faisait plus. Bah si. On l'a pas fait juste une fois. Cyril. Oh, eh ben écoutez, moi je vais prendre Jack Stewart. Patrick. Jordi Meus. Jordi Meus. Kesbol. Non, mais d'abord je vous donne le nom Pardon. et après vous donnez votre Christophe. Désolé. Kesbol. Allez, on va rejoindre Charles-Antoine Desbois aujourd'hui. Charles-Antoine. Et oui, on s'est mis au diapason et je pense que Robin Desbois aurait choisi Sam Watson. Donc on va prendre Sam Watson, nous, ici en Angleterre. C'est bizarre. Merci beaucoup. Il a un post-it évidemment. sur la tête. Charles-Antoine Nora, qu'on vous retrouvera dans les mêmes conditions, dans les mêmes habits pendant la course. Cette 5e étape du Tour de Grande-Bretagne, c'est maintenant. Allez, ils sont en cabine, Patrick, Christophe et Cyril. Patrick, je vous donne directement la parole parce qu'on vient juste d'assister à un sprint intermédiaire. Ça vous permet de donner la composition de l'échappée et aussi le vainqueur de ce sprint intermédiaire. Merci Claire Bricogne. Effectivement, on est sur le premier sprint intermédiaire de cette 5e étape qui est partie de West Bridgeford en direction de Mansfield. Nous sommes dans le Nottinghamshire pour ce qui concerne l'arrivée de cette étape tout à l'heure et nous sommes effectivement tout proche de la forêt de Sherwood que l'on va d'ailleurs traverser ce qu'il en reste parce qu'à l'époque de Robin Desbois elle était épaisse, elle était dense, elle était grande, elle était immense, elle a perdu un petit peu de sa surface, peut-être de sa superbe également. On revoit ici donc l'image avec les 4 coureurs échappés avec notamment Matthew Tegart qui porte le maillot blanc du classement distinctif des sprints et il ne s'est pas laissé impressionner par Alessandro Iacchi devant lequel il a remporté ce sprint. Finalement, cette parenthèse, ça vous va, messieurs? On peut le faire maintenant. On peut habiller notre plateau d'arc-en-ciel. C'est bon. Championnat du monde 2023. Donc, vous l'avez compris, qui auront lieu en août, 2 semaines après le Tour de France. Je vous l'ai déjà dit, mais je vous le refais pour la course en ligne. Messieurs, ça aura lieu bien sûr à Glasgow, mais ça, on le savait déjà. Ce sera en Écosse du 3 au 13 août. Donc, pour toutes les disciplines du cyclisme, ça, c'est OK. Pour une déclaration qui accompagne ce communiqué pour voir un petit peu justement quelle est la raison de tout ça. On parle notamment de l'essor du cyclisme féminin, bien sûr, mais de trouver une coordination possible avec le calendrier cycliste international, notamment en ce qui concerne le Tour de France et donc sur les années pré-olympiques, également avec les précisions tout à l'heure de Patrick. Donc ça, c'est ce qu'on pouvait apporter en termes d'information sur cette information qui nous est parvenue officiellement aujourd'hui. On a eu le sélectionneur de l'équipe de France, Thomas Voeckler, tout à l'heure en plein direct pendant la course. On va réécouter ce qu'il disait pour les coureurs et puis on va débattre de tout ça en plateau ensuite, messieurs. J'ai presque envie de dire qu'on s'occupe avant le Tour de France du championnat du monde et en termes de préparation et ensuite selon les ambitions qu'on peut avoir sur le Tour de France ou sur les ambitions potentielles sur le championnat du monde, on court d'une manière ou d'une autre sur le Tour de France, pour le général ou non. Pour résumer, il faut sortir pas trop cramé du Tour de France pour être opérationnel dans la foulée, quoi. C'est un petit peu ça. C'est clair que c'est un schéma contrairement habituel, si je puis dire, avec un championnat du monde où, par exemple, en ce moment, des coureurs sont sur le Tour d'Espagne, qui sont parmi lesquels il y aura des favoris pour le mondial, d'autres coureurs qui sont au Canada, d'autres peut-être sur le Tour de Grande-Bretagne, pas peut-être d'ailleurs. Le championnat du monde, c'est vrai qu'on a historiquement l'image, à juste titre, des vaillantes fins de saison ou alors des coureurs qui en ont fait dès le début d'année un objectif principal et qui agencent leur calendrier en fonction. Ça change beaucoup de choses en effet.
Ça change beaucoup de choses, ça on l'a compris, mais est-ce que c'est soluble? C'est-à-dire, est-ce que ça ne va pas poser de vraies problématiques encore derrière sur l'état de forme des coureurs, justement? Parce que, je ne dis pas que l'engagement n'est pas le même avec la Vuelta, aujourd'hui les championnats du monde qui sont à 3 semaines, mais sur le Tour de France, c'est encore une autre dimension. Ouais, c'est une autre dimension. Moi, j'ai le sentiment quand même que ça va dévaloriser toute la fin de saison. C'est mon point de vue, parce qu'une fois le championnat du monde passé, on sait qu'il y a plein de coureurs qui vont à la Vuelta ou qui font une grosse préparation en deuxième partie de saison pour le championnat du monde. Et j'ai peur quand même que ça incite pas mal de coureurs à faire un gros début de saison qui va jusqu'au Tour de France et un petit peu plus loin jusqu'au championnat du monde. Et puis après, on a besoin de couper, on a besoin de se reposer. Donc moi, c'est mon appréhension, parce que clairement, moi, je crois qu'il faudra être au Tour de France pour être performant au championnat du monde. Donc si on veut être au Tour de France, il faut déjà se sélectionner dans son équipe. Ça veut dire qu'on sera performant sur le Tour de France, puisqu'on ira au championnat du monde après et on visera les premiers rôles. Donc pour moi, je trouve que ça fait un gros bloc de première partie de saison, et ce sera compliqué d'aller plus loin dans la saison en étant performant. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, 2 éléments. Un, il faut quand même rappeler que ça va arriver une fois tous les 4 ans. Donc mais quand ça va arriver, je dis. Oui, quand ça va arriver. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très bien qu'on casse un petit peu l'ordonnancement des courses. Je serais contre, par exemple, de faire disputer Paris-Roubaix à une autre période, de séparer les classiques en octobre, par exemple, comme ça a été le cas en raison de la pandémie. C'était sympa, c'était très bien d'ailleurs, mais il y a une saison des classiques, point barre. Le championnat du monde, le changer de place de temps en temps, moi je trouve ça très intéressant, parce que pourquoi il serait immuable de disputer les courses toujours de la même façon et les mettre de temps en temps, pour des raisons qui sont peut-être pas voulues, enfin c'est peut-être pas pour cette raison évidemment, il y a les Jeux Olympiques, etc. Il y a plein de raisons qui font que, des raisons peut-être aussi marketing, qui font qu'on a envie de mettre le championnat du monde à proximité du Tour de France. Une fois de temps en temps, c'est pas mal. Justement, ça oblige un petit peu, ça complexifie le travail à la fois du manager, mais aussi des coureurs dans le choix de leurs objectifs. Et ça, je trouve pas ça trop, je trouve ça plutôt intéressant. Je vais poser la question en l'étirant encore plus, un petit peu de façon volontaire, Patrick, mais vous verriez un championnat du monde encore plus tôt pour s'amuser, c'est-à-dire après les classiques, par exemple, avant le Giro, après le Giro? Non, ça n'aurait pas de sens. Les classiques sont des courses d'un jour, donc ça dévaloriserait, là en revanche, la saison des classiques. Là, on est juste après le Tour de France, une épreuve de 3 semaines. C'est la même chose. Mais c'est pas la même chose, parce que c'est pas forcément d'ailleurs le même profil de coureur. Non mais déjà, moi je trouve, pour moi je trouve que c'est pas cohérent de mettre un championnat du monde en plein milieu de la saison. Enfin le coureur qui est champion du monde, il est champion du monde pour une saison complète, pas pour une demi-saison. Enfin, moi, pour une saison et demie, pour le coup, dans le sens inverse. Oui, ou une saison et demie. Bah oui, ce sera plus comme ça, mais bon. Bah effectivement, donc le champion du monde qui sera champion du monde l'année prochaine, il sera pendant 1 an et demi. Enfin, moi je trouve pas ça très très cohérent. Mais... Et là, celui de septembre sera champion du monde pour 8 mois en fait. Voilà, si on compte les mois où on court. C'est ça. Donc, je sais pas. Moi, j'ai quand même du mal. Alors après, messieurs, gardez votre argument, Christophe. Ne le perdez pas, gardez-le sur le bout de la langue. On se quitte quelques instants et on se retrouve parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire. Je pense que ça va faire débat un bon moment. Jordi Meeus qui s'impose pour la première fois de la saison, qui est félicité par Nils Politt, son coéquipier, avec le maillot allemand sur le dos. Jordi Meeus, donc vainqueur de cette belle étape du Tour de Grande-Bretagne que vous allez suivre jusqu'à dimanche. On va retourner tout de suite voir Charles-Antoine Nora, puisque l'actualité, bien sûr, est importante du côté du Royaume-Uni. Charles-Antoine. Oui, effectivement, Claire, on se devait d'en parler, vous le savez peut-être tous, mais l'état de santé de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, est inquiétant. C'est en tout cas ce qu'a dit Buckingham Palace cet après-midi avec leur communication. Alors ici, sur le Tour de Grande-Bretagne, on attend tous, bien sûr, des nouvelles de la reine Elisabeth II. C'est l'inquiétude qui domine. Sachez que si jamais la reine venait à décéder, à partir, le Tour de Grande-Bretagne serait arrêté immédiatement. Voilà, on va vous tenir au courant évidemment des nouvelles plus tard dans la soirée. Merci Charles-Antoine. Circonstances pas faciles en tout cas. Merci à Charles-Antoine et à Amaury pour ces précisions. Le championnat du monde donc 2023. On y revient, Christophe, mais c'est Cyril que je vais lancer d'abord. Cyril, je vous ai trouvé un peu trop silencieux là.
avant? Un peu trop silencieux parce que l'affaire est très complexe et qu'elle elle me dérange quelque part. Parce que c'est ce qu'on assiste à on assiste à de l'incohérence au plus haut niveau. Et j'entends les éléments qui ont été développés par Christophe et Patrick en disant oui, c'est bien de changer ou c'est bien de faire ceci, etc. Mais on parle d'un championnat du monde. On ne part pas de Paris Tour ou de l'Amstel Gold Race. Le championnat du monde, c'est la course la plus importante, course d'un jour, où on va sacrer un coureur champion du monde. Et là, ce qu'on est en train de faire, parce que quand on regarde bien, c'est pour ça qu'il faut aller plus loin dans la réflexion et dans l'analyse, tous les 4 ans, on va la mettre juste après, on va mettre le championnat du monde, juste après le Tour de France, parce que c'est une année qui va précéder les Jeux Olympiques. Après, on va la rebasculer derrière. Attendez, on va dévaluer ce titre de champion du monde. Et puis, on va mettre autour toutes les autres disciplines. C'est-à-dire qu'on va tout noyer. Vous savez, c'est aussi peut-être pour les porter, ces autres disciplines. Oui, mais le problème, c'est pas ça le problème. Moi, ce qu'on a fait là, on n'a pas tout analysé. Attendez, nous avions 2 invités hier qui font de la descente. Il y a eu donc les championnats du monde de descente au jet. En VTT. En VTT. De descente ça a été absolument extraordinaire. Si vous mélangez ça et que le lendemain, vous avez un autre championnat du monde de freestyle... Attends, Cyril, la Coupe du Monde, elle n'est pas terminée quand il y a le championnat du monde de descente. Attendez, je peux continuer. Bon. Là, vous allez mettre toutes les disciplines et vous allez tout diluer. On vient d'avoir un championnat de France sur piste. Il y a eu 65 maillots de champions de France distribués. Ben, on ne sait plus qui est champion de France sur piste. Je suis désolé. Donc, s'il y a un championnat du monde sur route, on doit le sacraliser, le mettre à une date qui ne bouge pas. Et puis, regardez, il y a un moment, vous allez être champion du monde au mois d'août, et puis l'année d'après, vous le serez au mois de septembre. C'est-à-dire que pendant 1 an et demi, et non plus 1 an. Alors, quand il y a le Covid, je veux bien. Donc là, je pense que, enfin, je suis désolé de le dire, on est dans de l'incohérence. Qu'on me dise... bon, comment voulez-vous qu'on arrive à comprendre que le titre de champion du monde, on le brade une année en août, une autre année en septembre? Enfin, le cyclisme, c'est pas ça. Mais si, il sera bradé, parce qu'il sera noyé au milieu du programme de course. Il y aura toutes les autres courses autour. Il y aura eu le Tour de France avant, il y aura la Vuelta après, il y aura sûrement d'autres courses. D'ailleurs, on ne connaît pas vraiment le programme de course. Mais je pense au championnat d'Europe, qui est tout récent, qui est beaucoup plus récent, qui a du mal à se faire une place, parce qu'il est au mois d'août, en fait. Il est noyé au milieu des autres courses. Et honnêtement, enfin... ça intéresse moins que les grands événements. Ça intéresse moins parce que c'est le championnat d'Europe et pas le championnat du monde, tout simplement. Non, vous dites qu'il est noyé. Et en plus, il sera noyé au milieu des autres disciplines. À qui voulez-vous faire croire qu'une course d'un jour dans toute la saison, le type qui sort là, c'est le meilleur mondial? Le vrai classement du monde, c'est le classement mondial. Ce sera pas le meilleur au mois d'août. D'ailleurs, sur lequel, si Cyril a envie de taper sur l'Union cycliste internationale, pourrait dire que ce classement, plus personne n'en parle et où il est trop compliqué. Mais le championnat du monde, finalement, c'est une classique qui, chaque année, est sur un site différent et qui permet de porter pendant 1 an un maillot distinctif. Mais ce n'est pas forcément le meilleur coureur du monde. Donc pourquoi vouloir absolument disputer cette course en apothéose de la saison? Allez dire ça à Louison Bobet, Van Stimbergen, Van Looy. C'était disputé au mois d'août, justement. Eddie Merckx, ils n'étaient pas les meilleurs champions du monde à cette époque-là. C'était fin août, début septembre. Mais on n'avait pas des courses pour le Tour au mois d'août. On déséquilibre pas. C'est pas comme la Coupe du Monde de foot où on fait effectivement, on fiche tout le calendrier en l'air pour faire une Coupe du Monde au Qatar en plein hiver. Là, on décale juste d'1 mois et demi. Il faut arrêter, ou 2 mois. Il y a des courses en face. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces courses-là? Et les organisateurs en face, il y aura le championnat du monde plus les autres courses. Par exemple, le Limousin sera en même temps que le championnat du monde. Ça n'a plus aucune cohérence. Mais ça doit être sacralisé en même temps que le championnat du monde aujourd'hui déjà. C'est déjà le cas. Mais non, pas en face du championnat du monde. Non, mais c'est le week-end du championnat du monde, c'est le week-end des championnats nationaux, c'est des moments, c'est des rendez-vous dans l'année, ça doit être sacralisé. Il ne doit pas y avoir d'autres courses en face. Mais qui te dit qu'il y aura une course en face? Alors, pour mettre le championnat du monde au mois d'août, pendant 10 jours, on ne peut plus courir en face. Parce qu'il y a les femmes, les hommes, il y aura le Saint-Sébastien, la route terminé. Mais oui, Saint-Sébastien, la Pologne, le Limousin, là, je crois qu'on va un peu vite. C'est-à-dire que pour l'instant, ce genre d'informations, on
Mais on a déjà du mal à trouver dans le calendrier de la place et là on va. Enfin, moi déjà je comprends pas le fait de changer de maillot de champion du monde au milieu de la saison. Mais alors en plus de ça, on a déjà du mal à trouver de la place. Mais ça a été le cas pour pendant les courses. 50. Le mois d'août est déjà hyper chargé. Je vois pas où les autres courses vont pouvoir se mettre. Mais après simplement justement après le championnat du monde, moi en tout cas ça sera mon dernier mois après le championnat du monde. Jusqu'à présent, j'ai toujours trouvé, c'était pire encore il y a quelques années, mais même encore maintenant, que tout ce qui se passe après le championnat du monde est un petit peu dévalorisé. En tout cas, ne concerne que très peu de coureurs. Ceux qui jouent vraiment les prolongations jusqu'au Tour de Lombardie, voire en Chine. Mais en tout cas, maintenant, il y aura vraiment un avant-championnat du monde et un après-championnat du monde où il y aura à la fois un grand tour, le Tour d'Espagne, mais également des classiques. Une fois tous les 4 ans, mais arrêtez. En plus, une fois tous les 4 ans. Ouais. Formidable, ça pourra varier les plaisirs, mon cher Cyril. De toute façon... Et je vais conclure, si vous voulez bien. L'UCI a décidé, c'est comme ça que ça se passera. Voilà. On peut dire ça, effectivement. Mais oui. L'UCI fait la loi. Ils ont décidé ça, mais encore une fois, enfin voilà, je vois pas. Pour moi, il n'y a pas de quoi en tout cas. Non, tu ne fais plus rien dire. D'accord. Bon, messieurs, on a compris en tout cas que ce débat faisait débat, justement, mais c'est important aussi parce que ça veut aussi dire beaucoup sur ce que ça va chambouler, la nouvelle saison que ça va nous donner l'année prochaine. On avait cette année le feuilleton des points pour cette dernière des 3 années glissantes avec le classement UCI. On aura donc l'année prochaine cette question autour du championnat du monde qui va donc bouger en août en 2023. Il est là, Greg Hacher. Bonjour à tous, ça va bien? Ça va et vous? Je regarde vos sprints. À chaque fois que je regarde vos sprints, je suis à côté de la cabine commentateur. Mais je trouve qu'il était facile aujourd'hui. Qui? Je me suis dit j'allais leur dire. Qui était facile? Celui qui a gagné. C'est qui a gagné? Et c'est lui. C'est Neuss, comment on prononce? Jordi Meus. On est pas mal. C'est parfait s'il est facile. Je t'ai trouvé facile. C'est très bien. Après, du coup, je suis déçu parce que j'aime bien quand Patrick il gueule et qu'il y a un duel jusqu'à la dernière seconde. Vous venez dans Ça va frotter demain? Non, j'ai pas le niveau. Mais par contre, je peux vous annoncer qu'on va débriefer l'OM qui s'est incliné en ayant bien joué quand même hier contre Tottenham. Dans la petite lucarne de Pierre-Antoine Damecourt, on va s'intéresser au club français qui rentre ce soir en Ligue Europa Conférence. Quand même, grosse actualité. On parlera de Donnarumma qui a du mal quand même au niveau des sorties. Il y a un gros programme et puis on va parler d'Haaland, Lewandowski, Mbappé qui marque. Mon vieux, un truc de fou. Eh ben ouais, un truc de fou. Alors, mon vieux, par contre, c'est la dernière fois que vous me regardez. Non, mais quand je dis mon vieux, c'est pas vous, madame. Mon vieux, c'est une expression, vous voyez là-dessus. Moi, ça me permet de vous dire qu'on a énormément un gros programme de vélo également demain sur la chaîne L'Équipe, mais pas que. 13h40, laissez-moi finir ça. 13h40, vous aurez Line Burquier qui sera présente avec nous, championne du monde de VTT Espoir. Elle mérite pas ce que vous lui faites, Line Burquier. Elle sera ravie d'être avec nous, c'est bien pire que ça. Ensuite, il y aura cette étape du Tour de Grande-Bretagne. Et puis il y aura aussi ces magnifiques courses au Canada que vous allez suivre, les courses World Tour, le Grand Prix de Québec, ce sera demain à suivre sur la plateforme, ce sera à partir de 17h30 dans la foulée du Tour de Grande-Bretagne et puis dimanche le Grand Prix de Montréal, une magnifique start list exactement comme sur l'équipe de Greg. Allez, je vous avance. C'est la meilleure.